Alors bonjour, aujourd'hui, quatrième flip, nous allons parler du génocide juif et tsigane, donc grand B, juif, génocide juif et tsigane. La problématique est la suivante. Pourquoi le génocide perpétré à l'encontre des juifs et des tziganes par le Troisième Reich est-il unique dans l'histoire? Vous l'avez noté ce matin dans votre cours. Alors, pour commencer, très vite, Hitler annonce son intention de purifier la race aryenne. Pour lui, celle-ci est souillée par le mélange des races, souillées entre guillemets. Hitler, comme les dirigeants nazis, estime qu'il existe une classification des races, et dans celle-ci, la race aryenne, c'est-à-dire la race allemande, en est le sommet. Nous l'avons vu ce matin. Les juifs sont à l'autre extrémité de cette hiérarchie, c'est-à-dire au plus bas niveau. Dès son accession au pouvoir, il va mettre en œuvre son plan de purification de la race allemande. Pour cela, il fallait l'écarter de toute perversion extérieure et surtout de celle des Juifs. D'autant plus qu'Hitler les considérait comme responsables de la défaite de la Première Guerre mondiale et du marasme économique que connut l'Allemagne dans les années 30. Nous l'avons vu ce matin encore. Les tziganes, considérés comme asociaux par leur style de vie, n'ont pas de place dans l'Allemagne d'Hitler. Il fallait donc, comme les handicapés et les anormaux, mais aussi les opposants politiques, les écarter de la nation. Comme les juifs, ils sont accusés de polluer, entre guillemets, ou de contaminer, là encore, entre guillemets, la race allemande. Comme eux, ils allaient être victimes d'exclusion dès 1933. C'est avec la conquête de l'Est de l'Europe que le regroupement allait devenir automatique. En Pologne, les dirigeants nazis enferment les juifs dans un ghetto qu'ils emmurent. Le ghetto de Varsovie est certainement l'une des images les plus funestes des atrocités d'Hitler. Voilà quelques photos. Alors ces photos sont choquantes, elles sont là. Ce sont les Allemands qui prennent ces photos du ghetto de Varsovie pour montrer un petit peu l'état bestial des Juifs, pour décrédibiliser un petit peu les Juifs. Non pas pour que le public qui regarde ces photos ait de la peine envers eux, mais pour qu'ils les voient comme des gens sales, mal vêtus, comme de vulgaires animaux presque. Donc à l'intérieur de ce ghetto, 400 000 Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, subissent la faim, le froid, la maltraitance et l'humiliation. Je vous conseille à ce sujet le magnifique film de Roman Polanski qui a été primé à Cannes en 2002. Vous n'avez pas besoin d'apprendre une leçon par cœur. Regardez simplement ce film et vous serez capable d'avoir une image sensée et correcte de ce ghetto de Varsovie. La Shoah, cela veut dire catastrophe en hébreu, est sujet à plusieurs interprétations entre intentionnalistes, comme je l'ai dit ce matin, et fonctionnalistes. Les intentionnalistes véhiculent l'idée qu'Hitler avait prévu ce plan avant qu'il ne se réalise. Pour les autres, les fonctionnalistes, celui-ci s'est fait progressivement, surtout à partir de l'invasion de l'URSS. Les Einsatzgruppen sont d'ailleurs créés pour qu'aucun judéo-bolchevique ne survive. Autre image terrifiante de cette volonté d'anéantissement, Auschwitz. Le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau reste le symbole de l'extermination des Juifs d'Europe. 1 million de Juifs y ont perdu la vie. La durée moyenne pour un prisonnier n'était que de 6 mois. Et je vous conseille, si le sujet vous intéresse, et même pour ceux pour qui ça n'intéresse pas, je vous conseille vraiment la lecture du livre, du témoignage de Primo Levi. Si c'est un homme qui raconte finalement son expérience des camps de la mort, il y met tout un tas de renseignements qui vous sont capitaux à savoir. Je vous conseille également le magnifique film de Steven Spielberg, La liste de Schindler, qui raconte un petit peu comment cet officier allemand, directeur d'un camp de concentration, va libérer un peu plus de 1000 juifs et qui vont leur permettre de retrouver la liberté une fois l'armée rouge arrivée en Pologne. Alors, en 1941, je reprends mon propos, en 1941, Hermann Göring demande à Himmler d'appliquer la solution finale. Nous l'avons vu ce matin. Celle-ci est prise le 20 juin 1942 à Wannsee. Nous avons vu le discours et le protocole ce matin en cours. Le terme de solution finale témoigne de cette volonté d'anéantir tout un peuple estimé
à 11 millions d'individus. Je rappelle hein, que la Seconde Guerre mondiale a fait 6 millions de victimes juives hein, en Europe. Les trois quarts des juifs sont décimés par la solution finale. Jusque-là, jusqu'à Wannsee, aucun plan n'existait pour exterminer tous les juifs d'Europe. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit ce matin, jusqu'en janvier 1939, il était prévu de déporter les juifs d'Europe à Madagascar. Enfin, je terminerai par ces mots. Pour mettre en application un tel programme, les dirigeants nazis ont dû compter sur une administration consentante et consciente d'œuvrer pour le bien. Adolf Eichmann est connu pour être le principal organisateur de cette vaste préparation. Absent, car en fuite lors du procès de Nuremberg, il s'est réfugié en Argentine, hein, il fut traqué sans relâche par les services d'espionnage israéliens, le Mossad, qui a retrouvé, jugé, puis condamné lors d'un procès retentissant en 1961. Et comme l'explique Primo Levi, aucun des génocides du XXe siècle ne connut les mêmes moyens que celui à l'encontre des Juifs. Les détenus sont déshumanisés, puis animalisés jusqu'à leur dernier instant.